Bien bonjour ville populace, j'espère que vous allez bien. C'est Aurélien de la chaîne Char et Hélice. Alors voilà, on m'a dit dans ma vidéo précédente, donc le F4U Corsair pour ceux qui n'ont pas suivi, que j'étais pas assez énergique. Et franchement je vous comprends parce que... Point. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira plus et je vous prie quand même d'être assez indulgent parce que c'est que le début et que forcément j'ai pas encore totalement trouvé mon style, mais justement ça va venir au fur et à mesure. Et je me suis également rendu compte que je vous avais pas encore fait de vidéo sur un avion français. Alors voici ma première vidéo sur un avion français. Cocorico. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler du VB10. Donc le VB10 c'est quoi? C'est un chasseur lourd intercepteur français dessiné en 1938 par l'ingénieur général de l'air Marius Vernis et par l'ingénieur Badi. Donc comme vous pouvez vous en douter, VB ça vient des initiales des ingénieurs, donc Vernis et Badi. Sauf que contrairement aux premiers avions que j'ai fait, si vous tapez VB10 ou même Arsenal VB10 pour être plus précis sur Google ou sur YouTube, vous ne trouverez pas énormément de documents. En effet, comme on va le voir, c'est un avion qui n'a pas été extrêmement utilisé, pour ne pas dire très très peu. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop vide au niveau image, je vais vous mettre quelques petites games sur War Thunder, quelques petits kills pour que ce soit plus agréable pour vous. Sauf qu'il s'est passé un petit truc de rien du tout en 1940. Je sais pas si vous en avez entendu parler d'ailleurs. L'invasion de la France par l'Allemagne. Sauf que sa construction n'a pas été aboutie avant la signature de l'armistice. Donc du coup il n'a pas pu voler avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le but c'était d'avoir un maximum de puissance. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis deux moteurs de 1000 chevaux environ, chacun en tandem et des hélices en contrarotatif. Donc en gros, contrarotatif, c'est quand les hélices elles tournent mais dans le sens opposé. Donc les deux moteurs c'était des V12 placés en tandem comme je l'ai dit, l'un avant et l'autre après le pilote. Niveau armement, il était diabolique. C'est-à-dire qu'il avait 4 canons de 20 mm et 6 mitrailleuses de 12,7 mm, le tout dans les ailes. J'ai une théorie concernant l'armement du VB10. Celui qui s'en chargeait, il a mal compris ce que les Américains ils ont fait pour l'armement du F4U Corsair. Il n'a pas compris que les F4U Corsair, ils avaient soit 6 mitrailleuses de 12,7 mm ou 4 canons de 20 mm. Non. Lui, il a compris qu'il avait les deux. 6 mitrailleuses de 12,7 mm et 4 canons de 20 mm. Et il a voulu faire la même. C'était un projet assez ambitieux et moderne. Donc c'est un monoplace, donc en gros il y avait juste un pilote. Il avait les ailes basses, il était composé d'alliage léger, prévu avec de l'aluminium, mais le problème c'était que la France elle en manquait à cette époque. De ce fait, il a été prévu pour être construit en partie avec du bois. Et justement ce sont à cause de ces matériaux indisponibles que le projet a pris du retard et donc n'a pas pu être finalisé avant la signature de l'armistice. En plus, l'accès à la mécanique devait se faire facilement, donc on a mis pas mal de trappes d'ouverture, ce qui demandait des renforts supplémentaires, donc du poids en plus. En tout, pour le poids, il atteint une masse de 6200 kg à vide pour une vitesse ascensionnelle de 10 mètres par seconde, ce qui est mauvais. Le VB10 obtient une commande de 40 appareils en mai 1940, mais bien évidemment, l'armistice le 16 juin 1940 empêche la mise en service de ces appareils. Le RLM a tenté de poursuivre la construction de l'appareil, mais Michel Vernis n'a pas coopéré, ce qui lui valut une arrestation par les Allemands. Donc en gros le RLM c'était le ministère de l'aviation allemande. Et puis même ce qui fut construit pendant la Seconde Guerre mondiale fut détruit durant un bombardement. Donc la construction reprend en juillet 1944 et le premier prototype, le VB10 numéro 1, fait son premier vol le 7 juillet 1945 avec deux moteurs Hispano-Suiza 12Y31 de 860 chevaux. Il atteint une vitesse de 490 km/h au niveau de la mer, ce qui laissait présager une vitesse de 600 km/h en altitude. 200 appareils sont alors commandés par la SNCAN, donc la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Nord.
Le 21 septembre 1946, le deuxième prototype s'envole avec deux moteurs Hispano-Suiza HS12Z1213 de 1150 chevaux. Puis, le 3 novembre 1947, c'est le premier avion de série qui s'envole avec des moteurs Hispano-Suiza HS12ZARS 1516. Mais ces moteurs étaient très décevants. Beaucoup de pannes, surchauffe des moteurs, etc. Justement, la surchauffe des moteurs a entraîné plusieurs accidents et pas des moindres. Notamment le 10 janvier 1948, lorsque le prototype numéro 2 prit feu en plein vol. Bon, le pilote, Pierre Descroux, a pu s'en sortir, mais gravement brûlé. Quant à l'avion, il s'est écrasé sur une zone habitée dans le sud de la région parisienne. Sinon, on peut parler du 15 septembre de la même année, quand un pilote du nom de Koechlin ou Koechlin, je sais pas du tout comment ça se dit, est mort brûlé vif à bord du troisième exemplaire de série. Ah, vous admettrez que ça fait quand même une grosse tache sur le CV du VB-10. D'autant plus que Israël était plutôt intéressé par cet avion pour le début de son armée de l'air, mais en voyant ce qui s'est passé, elle en fut dissuadée. Suite à ces événements tragiques, on décida d'arrêter les frais et le 21 septembre suivant, on mit les 5 appareils construits ou en cours de construction de côté. C'est ainsi que s'achève la très courte et tumultueuse histoire de cet avion, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, les avions à hélice laissèrent place peu à peu aux avions en réaction. Pourtant, quand on regarde sur le papier, ça sonnait bien. 4 canons de 20 mm, 6 mitrailleuses de 12,7 mm, 2 moteurs V12 de 1150 chevaux chacun, pouvant propulser l'engin à 600 km/h, une envergure de 15,49 mètres, un plafond à 11 000 mètres d'altitude, un rayon d'action de 1700 km, un record de vitesse en piqué de 883 km/h, 2 hélices qui tournaient dans un sens opposé, etc. Mais le principal défaut lors de la conception de cet avion, c'est qu'on a été trop ambitieux, en fait. On voulait tout, la puissance, la maniabilité, la vitesse, la puissance de feu, l'autonomie. Ah, mais le truc, c'est qu'en fait, on a gardé que la vitesse et la puissance de feu. Donc la maniabilité, l'autonomie, on repassera. Et voilà, c'en est terminé de la partie réelle du VB-10. Maintenant, je vous propose de voir ce que ça donne en fait sur War Thunder. Donc vous montrer un peu comment je le joue personnellement, comment il se joue de manière générale. Vous montrer quelques petites parties sympathiques, tout ça, tranquille, chill. Donc voilà. Donc maintenant, ça va vraiment être axé sur War Thunder. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo si ça vous intéresse pas. Donc me voilà sur War Thunder. Donc je vais lancer une petite partie en mode réaliste avec le VB-10. Donc rappelons-le, il est en BR 4.7. Donc comme vous pouvez le voir, il tire 9,29 kg de projectiles à la seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout simplement énorme. Parce que comparé par exemple au BF109 G6 à BR équivalent, donc 4.7, celui-ci tire 2,34 kg de projectiles à la seconde. Sinon, on peut aussi prendre pour exemple le Sukhoi 6 en 4.7 qui est un avion d'attaque au sol, donc qui est censé en envoyer, et qui tire 7,06 kg de projectiles à la seconde. Donc comme vous pouvez le voir, on spawn en hauteur alors que les autres ils sont obligés de décoller depuis l'aérodrome. Voilà, donc ici on peut bien apercevoir qu'il y a 2 hélices. Niveau cockpit, la visibilité est assez bonne, il n'y a rien qui gêne. Franchement, très bonne visibilité, j'aime beaucoup. On peut également noter l'armement assez imposant, donc 2 canons de 20 mm et 3 mitrailleuses de 12,7 mm. Le tout de chaque côté, dans chaque aile. Donc c'est ce qui lui offre justement une puissance de feu considérable. Donc comme vous pouvez le voir, le moteur est déjà là après quelques secondes de WEP. Les deux moteurs d'ailleurs qu'on peut apercevoir avant et après le pilote, les deux moteurs commencent déjà à peiner un peu. Donc justement là on peut voir les deux moteurs avant et après le pilote. On monte un petit peu pour aller chercher des bombardiers. Puis on va peut-être aller chercher le Tupolev 2. Allez, on pique.
Voilà, donc comme on peut le voir, les moteurs commencent à avoir un petit peu du mal. Donc voilà, donc là on plie sur le Tupolev 2. On vérifie bien qu'on est suivi par personne, c'est bon. Et on engage. Il y a un allié qui peut m'aider si j'ai besoin, même si... Bon, j'ai remis les web, mais fais attention quand même au moteur. Voilà, donc là on l'a littéralement découpé. Vous voyez un petit morceau de son aile qui est parti. Aussi, un des gros avantages de cet avion pour le boom and zoom, c'est très pratique, c'est la rétention d'énergie. Bon, la gauging ne m'a pas laissé faire, mais j'étais en train de bien remonter, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là je reprends un petit peu de vitesse, un petit peu de hauteur. Je vais peut-être aller chercher le P8, même s'il est assez loin. Mais oui, il a une très bonne rétention d'énergie, et ça franchement c'est très agréable. Parce que en gros, on peut, si on pique sur un avion ou sur autre chose, on pourra remonter, à condition de ne pas s'être crashé entre temps, et on pourra remonter presque aussi haut que la hauteur de laquelle on a piqué. Là on a un MiG 3, mais il est déjà en grande difficulté, il y a deux alliés qui vont l'abattre. On prend un petit peu de hauteur. On garde le web, même si les moteurs ont un petit peu de mal. Et attention, on a un avion qui nous arrive dessus. Mais bon, on engage le P8. Critique, voilà. 225, on pique. Cet avion n'est pas du tout fait pour des combats tournoyants comme ça. D'autant plus que là, vous pouvez voir que les moteurs ont été vraiment en rouge, donc vraiment très mauvais. Là, on a deux avions à gérer, et d'un côté le P8 et de l'autre le I-225, qui les deux volent notre peau. D'autant plus que le P8, des canons 20 mm, franchement, j'avoue que j'apprécierais assez peu en prendre. On a eu l'assist et le I-225 a décroché. Voilà, donc là on prend de la hauteur grâce à la belle rétention d'énergie. Parce que vous pouvez voir que évidemment la vitesse elle chute, mais même pas tant que ça comparé à d'autres avions. On a repris pas mal de hauteur là. Si vous voulez, cet avion c'est un petit peu la matérialisation pure de mon point de vue quand la force brute ne marche pas, c'est que tu manques de force brute. Je fais notamment référence à son armement énorme, littéralement, et à sa grande vitesse. Et vous voyez, on peut difficilement mettre les web. Les moteurs, les deux moteurs, ils sont pas trop d'accord. Ouais, donc là il est à peu près par là, comme je viens de le montrer. On va se diriger vers la piste parce qu'à tous les coups c'est là-bas qu'il doit aller. On peut le voir là-bas. Alors je sais, c'est pas très Charlie de faire ça, mais bon. Et là je vais essayer d'aller le chercher en Razmot pour éviter de me faire choper par l'anti-aérien ennemi. Parce qu'en bataille réaliste, l'anti-aérien sur War Thunder, il rigole pas. Donc voilà, donc on va essayer de l'intercepter petit à petit. Je sais que c'est pas très Charlie, mais bonne journée, au revoir.